Elle a été ministre de la République. Elle est notre invitée ce matin, Aurélie Filippetti. Je suis ravi de vous recevoir. Bienvenue à vous. Est-ce que vous considérez que cette affaire de Civens c'est une affaire d'État, comme le dit Noël Mamère, et qu'on ne peut pas construire un barrage sur un cadavre? C'est vraiment une affaire tragique. Moi, j'adresse toutes mes condoléances et ma compassion à la famille et aux amis de Rémi Fraisse. Il faut que toute la lumière soit faite parce que on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'en France, dans une manifestation, il y ait des violences d'abord et surtout que ces violences finissent par un mort. Donc, un jeune homme de 21 ans qui était un militant écologiste. Enfin, au milieu de gens qui étaient quand même particulièrement désénervés et qui, visiblement, pardonnez-moi d'employer ce vocabulaire, mais qui cherchaient la baston avec les forces de l'ordre complètement. Il faudra que la lumière et que l'enquête puissent déterminer les raisons de sa mort. J'ai entendu Bernard Cazeneuve, dont je connais d'ailleurs la grande sens des responsabilités, mais aussi son empathie. Et il a très bien parlé hier à l'Assemblée nationale, en tant que ministre de l'Intérieur, de son sentiment profond de tristesse et de compassion vis-à-vis de la famille. Il va suspendre l'utilisation de ces fameuses grenades offensives. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et il faut qu'on ait tous les éléments. Mais est-ce que c'est une affaire là-dessus. politique? Est-ce que c'est parce que finalement le procès qui est instruit par les Verts, c'est à la fois une haine à l'égard de Manuel Valls, qui est claire de la part de Cécile Duflot, et pour un certain nombre de gens, peut-être que vous représentez, et d'autres, disons, une hostilité à l'égard de la manière dont Manuel Valls gère la gauche Non, aujourd'hui? mais vraiment, il y a aucun amalgame à faire, aucun amalgame n'est acceptable dans une affaire aussi tragique. Il y a une question qui est une question politique, c'est la pertinence ou pas de la construction de ce barrage. Là-dessus, il y avait un rapport commandé par la ministre de l'écologie. Bon, et évidemment, On l'entend pas, pour l'instant, Ségolène Royal. Non, mais moi, je n'ai pas les éléments qui permettent de juger ou pas de l'opportunité de construire ce barrage. Ce que je sais, c'est que évidemment, toutes les questions sur les grands travaux, les grands projets, ça nécessite du débat public. Ça, on ne peut plus prendre ce genre de décision sans associer les habitants, les citoyens à la réflexion sur l'opportunité de construire. Mais vous ou pas comprenez que les gens qui habitent du équipements. côté de Gaillac et qui voient d'autres gens qui ne sont pas forcément Bien de la sûr. région, qui rôdent sur place depuis maintenant 2 ans, se comportant d'une manière, disons, peut-on dire, un petit peu aléatoire, ils en ont aussi par-dessus la tête. Non, mais il y a aussi localement, visiblement, il y avait aussi gros localement problème. des interrogations. Donc maintenant, il faut d'une part qu'il y ait la question politique de la construction ou pas du barrage. Et ça, j'ai entendu que le président du Conseil général donc allait mettre ce sujet en discussion au Conseil général au cours de la semaine à venir. Donc c'est une bonne chose, il y aura une décision politique. Et d'autre part, il y a l'enquête sur la mort tragique de ce jeune homme que nous je déplorons reviens à ma tous. question, parce que vous allez pouvoir expliquer, ne faisons pas d'amalgame, est-ce qu'il y a une bataille actuellement entre les Verts et Manuel Valls, et ce pauvre jeune homme en serait le prétexte? Non, il y a vraiment... encore une fois, il n'y a pas d'instrumentalisation politique. Vous en êtes certaine de ça? Oui, bien sûr, parce que d'abord... Mamère, Placé, Duflot, enfin, on les sent quand même hyper agressifs à l'égard du gouvernement. Non, mais il y a la question de la position des écologistes et vis-à-vis du gouvernement, leur départ du gouvernement au moment de l'arrivée de Manuel Valls, ça c'est une chose. Mais de l'autre côté, il y a un sujet qui est la construction de ce barrage et malheureusement la mort de ce jeune homme avec des réactions qui ont été les leurs. Donc si je vous comprends bien ce matin, il ne faut pas exagérer cette affaire et en faire une affaire emblématique de la crise qui secoue actuellement une partie de la gauche et le gouvernement. Non, moi je ne crois pas et je pense que c'est le minimum du respect qu'on doit d'ailleurs à ce jeune homme et à sa de la famille. décence. De la décence. Oui. Question, est-ce que Manuel Valls est le fossoyeur de la gauche? J'aime ce grand sourire. Il représente l'un des courants aujourd'hui, et d'ailleurs un courant historique de la gauche, et une vision des solutions il veut à plus que le apporter. PS s'appelle le PS. Il veut modifier les contrats de travail. Est-ce que c'est des positions que vous partagez ou que vous voulez combattre? Je crois que la question aujourd'hui, c'est pas Manuel Valls en tant que personne, c'est plutôt la politique qui est menée par ce gouvernement et qui a été d'ailleurs souhaitée par le président de la République lui-même. La politique face à la crise économique, quelles sont les réponses qu'on y apporte, quelles sont les priorités qu'on Mais lequel, François qu'on Hollande? donne. Vous parlez de celui de la campagne ou de celui qui a fait les 50 milliards? C'est le président qui exerce, qui gouverne aujourd'hui. Donc voilà, c'est lui dont il est question. Et voilà, moi j'ai un désaccord, je l'ai exprimé au moment de mon départ du gouvernement, avec les priorités en matière de politique économique. Réduire les déficits, d'une part, c'est important, évidemment, et c'est nécessaire. Personne ne dit qu'il ne faut pas le faire, mais
Ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique qu'on mène. Et d'autre part, une réduction des déficits telle qu'elle est menée aujourd'hui en France et dans la zone euro n'est pas du tout efficace. Oui, mais c'est aussi le dossier que plaide François Hollande et tout le monde lui ferme la porte. Conduit aujourd'hui à une récession dans la zone euro, alors que d'autres régions du monde, les États-Unis par exemple, ont redémarré leur activité économique depuis déjà plusieurs années. Avec d'autres moyens, ils utilisent le gaz de schiste, ça a joué un rôle absolument monumental. Ils utilisent surtout des politiques budgétaires beaucoup plus offensives et dynamiques que les nôtres. C'est la même chose pour la Grande-Bretagne d'ailleurs. Ouais. Donc mais je ne vous trouve pas très clair sur les relations qui peuvent exister entre justement une partie de la gauche que vous représentez et Manuel Valls aujourd'hui. Non, parce que moi je ne veux pas personnaliser le sujet. Je ne veux pas personnaliser et c'est pas la personnalité de Manuel Valls qui pose problème, c'est une certaine ligne politique, économique. Mais on ne voit pas très bien, pardonnez-moi, on ne voit pas très bien quelle est l'alternative que vous proposez en fait. Une alternative, d'abord il y en a plusieurs alternatives, mais en tout cas il y a une alternative en matière de politique économique, c'est de dire qu'on doit reprendre en main, recréer une vraie dynamique, relancer des investissements. Mais avec quoi, mais avec des emplois aidés, financés sur un budget d'abord, les emplois aidés, on en donnant encore très plus. Bien, mais c'est surtout en matière d'investissement. Par exemple, là dans le budget, on va faire des économies sur les investissements des collectivités locales. 3,7 milliards. C'est beaucoup d'argent pour les collectivités locales parce que ce sont elles qui, dans toutes les régions, investissent et donc soutiennent aussi l'activité dans le bâtiment et les travaux publics, par exemple, puis rendent des services à nos concitoyens. Donc ça risque d'avoir un effet récessif sur la croissance, au lieu d'aller dans le bon sens, qui est de faire redémarrer l'activité pour créer de l'emploi, pour faire donc rentrer des ressources fiscales et ainsi réduire le déficit. Est-ce que vous considérez, par exemple, comme le disent des gens qui sont à la gauche de la gauche, ou même des journalistes, je disais Luc Vaillant hier dans Libération, qu'il faut finalement réduire la fraude fiscale et la fraude sociale, et à ce moment-là, le budget de la sécurité sociale, on a entendu ça avec Gérard Filoche, par exemple, faisons encore une fois payer les riches, et tout va être réglé. Est-ce que ça vous paraît crédible, vous qui êtes maintenant à l'extérieur, mais qui avez été à l'intérieur du système? Parce que si vous les faites payer, ils vont tous partir. La lutte contre les différents types de fraude, c'est un axe, c'est une priorité. Évidemment, ça ne suffit pas. C'est surtout comment on fait pour changer la logique qui veut toujours plus d'économie, ce qui veut dire toujours moins de services, une réduction du rôle aussi et de la part de l'État dans les politiques publiques. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, c'est ça qui est l'argument qui est donné. Il n'y a plus d'argent. Vous savez, par exemple... Il n'y a plus d'argent, il y a Bruxelles. On s'est engagé par traité aux 3%, il n'y a plus d'argent. Le problème, c'est que les règles qui sont aujourd'hui appliquées, que Bruxelles demande d'appliquer aux différents États membres, ce sont des règles qui, en termes de pertinence économique, sont totalement absurdes. On marche sur la tête. Et on est victime, en fait, de cette doxa économique, dans laquelle d'ailleurs ne se reconnaissent pas la plupart des très grands économistes mondiaux, puisque que ce soit de Krugman à Stiglitz, tous dénoncent les politiques d'austérité de la zone euro, qui commencent même à poser un problème à l'échelle mondiale, parce qu'évidemment, s'il y a une contraction de l'activité en zone euro, ça pose un problème pour l'ensemble de... Si on pourrait employer, pour trouver un économiste français, Jean Tirole, il est pour la modification du contrat de travail depuis 2003. Donc, il y a ceux qu'on voit toujours qui sont les... Jean Tirole, il parle de la régulation du marché du travail, mais il ne défend pas les politiques d'austérité dans la zone euro. Non, j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai qu'ils ont des positions différentes, quel que soit leur niveau de prix Nobel d'économie. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut rien toucher, rien bouger, mais en tout cas aujourd'hui, et en l'occurrence maintenant depuis 2 ans et demi, on ne voit pas les résultats, l'efficacité de cette ligne d'austérité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un certain nombre à nous être abstenus sur le budget. Mais pourquoi c'est pas la question du Premier ministre, c'est la question de la politique qui François Hollande mène. ne va pas changer. Vous avez bien vu que François Hollande, vous suivez, il ne va pas changer de politique à 2 ans d'une présidentielle, alors qu'il a demandé 50 milliards d'économies. S'il change, tout le monde va lui dire il revient en arrière, c'est foutu. Mais quand on reconnaît une erreur, on peut aussi changer, et c'est aussi donc il aurait changé 2 fois. Il y aurait le Bourget, après on change avec les 50 milliards d'économies, et on rechange en 5 ans. On y a été élu sur un programme qui était un programme de gauche et en même temps un programme pour sortir de la crise. Ce programme, il était assez complet. Il prévoyait des économies, mais il prévoyait des économies, par exemple, de 20 000... Il n'a pas marché sur le chômage. Non, mais il prévoyait un certain nombre d'économies, il prévoyait un soutien aux entreprises, certes, mais là, on a multiplié par 2
et le soutien aux entreprises sans contrepartie et les économies demandées à différents secteurs de l'activité en France. Et c'est là qu'il y a eu un déséquilibre, si vous voulez. C'est là que nous, on demande qu'il y ait un rééquilibrage pour soutenir, par exemple, la demande, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire leur capacité. Vous savez qu'ils ne le feront pas. Qu'ils ne feront pas quoi? Ce que vous demandez. Il y a quand même Martine une majorité. Aubry pousse, Arnaud Montebourg pousse, des frondeurs poussent. Un gouvernement a besoin d'une majorité. Et ils ont dans la voté le budget de la République, Sécu. C'est le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement. Ils ont voté le budget de la Sécu. Certes, bien sûr, l'Assemblée a voté le budget de la Sécu. Ce que je constate, c'est quand même qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de députés socialistes, une quarantaine à peu près, ça varie selon les votes, mais qui expriment une position de mécontentement, une demande d'une inflexion. Pardonnez-moi d'insister, donc c'est pas pour renverser le gouvernement, c'est simplement pour changer de politique. Vous demandez à Manuel Valls de changer de conviction. Mais c'est pas, je ne demande pas à lui personnellement de changer de conviction, c'est de changer la ligne économique, puisqu'il dit qu'il est pragmatique. Être pragmatique, c'est aussi être capable de faire des inflexions quand la ligne qui a été suivie jusque-là n'a pas donner de résultats satisfaisants. Dernière question, parce qu'on vous l'a dit quand vous avez quitté le gouvernement, quand on a des listes, etc., vous avez répondu « je ne sans recevoir de personne », mais c'est vrai qu'au fond, elle était dans un ministère, elle négociait un budget, tout d'un coup, on lui amène le budget. C'est totalement mensonger, cette vision des choses est totalement fausse. C'est-à-dire quand on est dans un ministère, on négocie le budget qu'on a le droit de dépenser dans son ministère pour les années à venir. Mais ce n'est pas la ministre de la Culture qui décide des grandes orientations macroéconomiques de la France. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On considère que vous seriez une sorte de schizophrène. Non. Moi, j'ai négocié mon budget parce que le budget de la Culture avait été diminué drastiquement pendant 2 années. J'ai réussi à faire que pour les 3 prochaines années, il ne baisse plus. Ça, c'est une bonne chose. Mais pour tout ce qui relève des recettes, c'est-à-dire la politique fiscale, la politique économique, la politique macroéconomique de la France... Donc il n'y a pas de Aurélie Filippetti. Mais d'ailleurs, ça ne vous aura pas échappé. J'ai quitté le gouvernement de mon plein gré à la fin du mois d'août, parce que j'étais en désaccord avec la politique économique qui était menée. Donc ce désaccord-là, je n'ai pas attendu le vote du budget pour l'exprimer, puisque c'est la raison pour laquelle je suis partie le 25 août. Dernier point, qui a écrit Villa Triste, Rue des boutiques obscures C'est le prix Nobel de littérature, Patrick Modiano. C'est une gaffe, parce que vous avez des gens comme Toretton qui disent qu'il n'y a jamais eu de politique de gauche depuis que François Hollande, de la culture depuis que François Hollande est au pouvoir. Donc ça vous inclut. Moi, je n'ai pas commenté les déclarations des uns ou des autres. J'ai été très fière de ce que j'ai fait au ministère de la Culture, notamment en faveur du livre et de la librairie, avec un grand plan de soutien. Mais elle a fait une grâce rédhibitoire, Flore Pellerin, dans cette affaire-là. Associant les éditeurs pour soutenir les libraires, parce que je considère que les libraires, ça fait partie de la richesse de notre pays. On les aime tous, on en a besoin. Mais est-ce qu'elle a fait une gaffe, justement, par rapport à ça? Pour moi, la politique du livre, c'est l'une de mes grandes fiertés. Et sans les livres, pour paraphraser Nietzsche, la vie serait une erreur. Et est-ce qu'elle a fait une erreur, donc, Flore Pellerin? Je n'ai pas à commenter l'action ou les déclarations de mon successeur. Vous comprenez bien que ça ne serait pas courtois de ma part. Merci beaucoup Aurélie Filippetti d'être venue ce matin, donc parler franchement Merci. de la situation politique, économique et sociale que nous vivons actuellement et qui est extrêmement compliquée. Bonne journée à vous, suivant la formule consacrée. Nous allons retrouver Magali sur l'antenne de LCI avec quelques minutes de retard. Pardon ma chère Magali, je vous embrasse. C'est Sophie Paulini qui arrive sur celle de Radio Classique.